pour celles et ceux d'entre vous qui vont me regarder en replay, je me présente à chaque fois parce que souvent je vois qu'il y a des gens qui tombent sur mes vidéos et forcément ils ne me connaissent pas, c'est normal. Donc je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est ça, depuis 2018. Et je suis membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre français, depuis quelques mois, en 2020. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question, encore une fois, qui est plébiscitée. Mais quand je dis plébiscitée, c'est vraiment qu'elle fait vraiment l'objet de beaucoup de demandes auprès des business analysts en système d'information, en tout cas. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne travaillent pas en système d'information, c'est vraiment un live sur les systèmes d'information aujourd'hui. Et la question c'est la suivante: quelles sont les différences entre product owner et business analyst? Si vous débutez dans ce métier, ça vous dit peut-être rien du tout, le terme de product owner, je vais vous expliquer cela aussi aujourd'hui. Quand on parle de product owner, on parle d'approche agile dans une gestion de projet, donc je vais vous expliquer tout cela. Il faut savoir également que la question sous-jacente de ce live, c'est comment le business analyst peut-il savoir ce que l'on attend de lui lorsqu'il travaille dans un environnement agile, étant donné que bien souvent, il n'a pas la casquette de product owner. Alors, encore une fois, si vous travaillez déjà en tant que business analyst, ça vous parle forcément. C'est encore une fois plébiscité cette question. Si vous ne connaissez pas du tout le métier de business analyst, je vais vous expliquer cela. Alors, le petit plan de mon live, je vais vous expliquer très rapidement le contexte projet agile, qu'est-ce que c'est, mais vraiment rapidement parce que je l'aborde souvent et donc je préfère à la limite vous orienter vers mes articles et mes vidéos précédentes si vous voulez en savoir plus. Je vais vous parler en deuxième partie des rôles et des responsabilités du product owner et en troisième partie, je vais vous donner les rôles du business analyst agile. Allez, c'est parti. Donc, le contexte projet agile, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir déjà que depuis que l'informatique existe, il y a un certain nombre de modèles de gestion de projet qui a vu le jour. Les plus récents, ils essayent à chaque fois en fait de corriger les lacunes des modèles précédents. Parce qu'on ne peut pas faire un projet de système d'information sans une méthode. C'est ce qui se faisait il y a très longtemps. Mais évidemment, ça entraînait des dépassements de délai, des dépassements de budget, une désorganisation, des problèmes de pilotage, des problèmes de qualité, etc. Donc en fait, la gestion de projet, elle a vu le jour pour essayer de faire en sorte que le projet soit un succès. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Les derniers chiffres du Standish Group montrent qu'il y a encore 71% des projets informatiques qui ne sont pas des succès. Donc qui sont des échecs dans le sens où soit ils sont interrompus avant leur mise en production de la solution, soit ils ne respectent pas du tout les objectifs en termes de qualité, en termes de délai ou en termes de budget. Donc voilà, donc les modèles traditionnels de gestion de projet qu'on connaît, qui sont encore majoritairement utilisés dans les pays francophones, il s'agit de ce qu'on appelle le modèle en cascade et le cycle en V. Donc je ne vais pas vous détailler ça, ça ferait l'objet d'un cours particulier, mais sachez que voilà, c'est ce qu'on appelle les modèles traditionnels. Après, ils ont été améliorés, ils ont été adaptés par des modèles plus récents qui ont donc corrigé un certain nombre de lacunes. Ce sont des modèles qu'on appelle incrémentaux, itératifs ou encore des modèles en spirale. Et puis plus récemment, en 2000, à partir du début des années 2000, on a eu les approches agiles qui ont transformé la gestion de projet traditionnelle ainsi que les rôles qu'il y avait sur ces projets-là. Et au sein même de cette famille en fait, d'approches agiles, on retrouve d'autres méthodes. En fait. Les plus connues sont Scrum, Crystal Clear, Extreme Programming et Safe qui est aussi à cheval avec du Lean. Voilà, encore une fois, je ne vais pas en parler plus en avant parce que c'est trop long. Donc voilà, donc actuellement, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de projets informatiques qui sont gérés de manière agile. Et parfois, enfin, je dirais en dépit du bon sens, j'ai eu de multiples discussions souvent avec des business analysts agiles qui trouvent ça désespérant de voir certaines entreprises adopter une approche agile parce qu'il faut que l'organisation elle soit elle-même agile pour que ça soit un succès et souvent des approches traditionnelles sont plus appropriées en fait au contexte. Mais bon, toujours est-il qu'il faut le savoir, de plus en plus de projets de systèmes d'information utilisent des approches agiles. Et dans les pays anglo-saxons, qui sont donc encore une fois très en avance sur les pays francophones, on a à peu près, d'après ce que j'ai pu lire, une proportion de 40% des projets de systèmes d'information qui sont gérés de manière agile. Donc il faut savoir par rapport au business analyst que celui-ci ne travaille pas de la même manière selon que le modèle de gestion de projet est traditionnel ou plutôt agile.
et en fait de manière générale selon le modèle de gestion de projet. Alors les deux grandes familles, c'est ces fameux modèles traditionnels gérés en V ou en cascade, où on a une équipe projet qui est composée de collaborateurs ayant chacun des rôles et des responsabilités très définis. Donc on a un chef de projet, on sait exactement, quand on apprend en fait la gestion de projet, on vous dit exactement ce que fait un chef de projet, quelles sont ses tâches, quelles sont ses activités. Ensuite, on a l'architecte, on a le leader technique, on a le développeur, l'intégrateur, le testeur, l'administrateur réseau et bien sûr le business analyst. Et il y a d'autres rôles qui sont vraiment tous très définis. Si vous commencez si vous faites des études par exemple ingénieur, souvent vous avez des cours de gestion de projet. Si vous faites même en management, vous avez aussi des cours de gestion de projet. Cours de gestion de projet informatique, c'est encore très spécifique. Donc pour chacun de tous ces rôles d'une équipe projet, on sait exactement qui fait quoi et à quel moment il ou elle intervient sur un projet. Par contre, quand vous êtes dans les approches agiles, il faut savoir qu'il n'y a plus que 3 rôles qui sont définis et décrits en fait dans les approches agiles. Alors, pas dans les approches agiles, dans la méthode Scrum par exemple, on ne définit que 3 rôles, le Scrum Master, le Product Owner et la Development Team, et l'équipe de développement. Après, si vous allez dans d'autres approches agiles, par exemple la SAFe, il y a encore d'autres rôles, il y en a encore même beaucoup d'autres. Mais en tout cas, je vais m'attarder sur les approches du type Scrum où c'est plus connu et plus répandu. Donc, dans les projets agiles, le rôle de business analyst, contrairement aux projets gérés de manière traditionnelle, il n'a pas d'existence officielle. Il n'a pas, il n'a pas une étiquette business analyst. Qu'est-ce qu'il fait le business analyst? Mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est le rôle de product owner. Donc, je vais vous expliquer ce que devrait faire en tout cas un product owner. Alors, ce que devrait faire effectivement, donc ça c'est ma deuxième partie, les rôles et responsabilités du product owner. Je vous invite à regarder, si vous voulez avoir vraiment plein d'informations, le site du guide Scrum. Il faudra que je vous le mette d'ailleurs dans la description de ce live et du replay. C'est un guide qui est disponible gratuitement en ligne, donc vraiment c'est une mine d'or si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est la méthode Scrum et quels sont les différents rôles et responsabilités pour chacun de ces acteurs, et notamment celui du Product Owner. Alors le Product Owner, c'est quoi? C'est un personnage, c'est une personne clé d'un projet agile, et là en l'occurrence géré avec la méthode Scrum, dans l'approche Scrum. Dans de nombreux cas, il va contrôler le financement du projet. Et si ce n'est pas lui, en fait, il est responsable devant ceux qui le font de la réalisation de leur vision et de manière à maximiser leur retour sur investissement. Donc là, en fait, on a une petite notion de chef de projet parce que le chef de projet, le rôle chef de projet qui existe et qui est d'ailleurs le rôle clé également des projets traditionnels, ce rôle-là n'existe pas non plus, en tout cas n'a pas été étiqueté officiellement dans les approches agiles. Il n'y a pas de chef de projet. Par contre, la discipline et les tâches de chef de projet sont souvent prises en charge par le Scrum Master et évidemment le Product Owner qui est encore une fois responsable du budget en général. Alors il a, je crois que j'ai noté 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il a 5, on va dire 5 gros objectifs le Product Owner. La première chose, c'est qu'il va définir la vision du produit. Il est chargé de décomposer les objectifs généraux, qui sont souvent formulés en termes commerciaux et marketing, en une série de sous-objectifs. Et à ce propos, si vous n'avez pas assisté à mon live de la semaine dernière sur les KPI et les TCO, je vous invite à le regarder en replay sur YouTube parce que ça va vraiment vous expliquer ce que sont ces objectifs qui sont clés et hyper importants à maîtriser et à comprendre quand on est product owner et business analyst pour définir la meilleure solution possible en fonction des contraintes. Donc, définir la vision du produit, ça veut dire décomposer les objectifs principaux en sous-objectifs. Le Product Owner, il est également responsable de la création et de la mise à jour du Product Backlog. C'est quoi? C'est une liste hiérarchisée des exigences du produit associée à une estimation de temps nécessaire à leur réalisation. Donc le Product Backlog, c'est vraiment la tâche principale du Product Owner. Deuxième objectif qu'a un Product Owner, c'est d'être le focal point, le point focal de l'équipe de développement. C'est hyper important qu'en tant que Product Owner, vous voyez, j'ai fait un lapsus presque révélateur, en tant que Product Owner, vous puissiez partager et impliquer l'équipe de développement dans la vision exprimée par le client ou l'organisation. Donc vous avez des sous-objectifs dérivés des KPI et TCO, c'est très bien, maintenant il faut que vous partagiez cette vision.
Et donc, en fait, le Product Owner, c'est vraiment le point focal de l'équipe de développement. Il est censé vraiment répondre à toutes les questions de l'équipe de dev, écouter les suggestions également de cette dernière, parce que c'est ça qui va lui permettre d'ajouter, de supprimer, de modifier ou d'améliorer les objectifs et le Product Backlog dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, donc cette démarche d'être un bon point focal pour l'équipe de dev, elle est très très importante parce qu'elle contribue à motiver l'équipe projet et elle permet aussi de recueillir le feedback des utilisateurs dont je vous parlerai juste après. Troisième objectif du Product Owner, c'est de définir les contraintes de la solution du projet. Donc vous avez effectivement défini les objectifs du projet, c'est bien, mais maintenant vous êtes également en tant que Product Owner responsable de la définition des limites ou des contraintes qui pèsent sur l'atteinte des objectifs. Et les contraintes, vous allez voir, ça va vous rappeler le chef de projet, les contraintes ça peut être les dates d'achèvement, les limites de coût, alors des vitesses de traitement, ça en est plus dans la côté exigence non fonctionnelle, d'ailleurs tout ce qui est exigence non fonctionnelle, etc. C'est aussi dans les prérogatives de la solution et du projet, du Product Owner pardon, sur les contraintes de la solution et du projet. Ces limites ou ces contraintes qui sont demandées par le Product Owner doivent évidemment être acceptables, réalistes et techniquement possibles à atteindre. Donc il y a toujours, encore une fois, des interactions Product Owner, équipe de dev. C'est pas comme dans les projets traditionnels, un chef de projet un peu tout puissant ou un client un peu tout puissant qui donne des instructions ou des ordres. C'est toujours des interactions. C'est le principe fondateur en fait des approches agiles. Autre objectif du Product Owner, il priorise les tâches du sprint. C'est vrai. Alors le sprint, c'est quoi? C'est une courte période de temps, entre en général 2 et 4 semaines lorsqu'on est sur Scrum, pendant lequel l'équipe va travailler sur les exigences et sur les items du product backlog, donc les user stories. Ça, je suis désolée, je ne pourrai pas vous en parler plus en avant, mais c'est vraiment les exigences de la solution. Et les items, ça peut être des modifications diverses et variées. Ça peut être aussi une notion de réflexion sur l'architecture, de la solution, etc. Donc tous les items du product backlog, eh bien, ils vont être mis dans un sprint et ça va être hiérarchisé. C'est des tâches en fait, qui vont être hiérarchisées par le product owner dans le sprint. Et l'équipe de dev, elle va travailler d'abord sur les segments les plus importants. Et puis après, une fois que ceux-ci sont terminés, l'équipe de dev va livrer au client et à l'utilisateur cette portion de la solution. Et en général, il s'agit de fonctionnalités qui apportent une valeur ajoutée au produit cible et qui favorisent un retour sur investissement rapide et positif. C'est vraiment comme ça qu'on priorise les tâches. Donc ça, c'est la responsabilité du Product Owner. Et enfin, cinquième grosse responsabilité du Product Owner, il va piloter et encourager le feedback utilisateur dont je vous ai parlé juste avant. Parce qu'il faut savoir que dans les approches agiles, le feedback utilisateur, il revient beaucoup plus précocement que pour les projets gérés de manière traditionnelle. De manière traditionnelle, vous avez la conception, donc les analyses, la conception fonctionnelle, la conception technique, le développement, les tests unitaires, tests d'intégration, les tests fonctionnels, l'acceptance utilisateur et tout à la fin, vous allez livrer soit le lot, soit la solution. Et c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que le client ou l'utilisateur, il ne va pas voir le produit réalisé qu'il pourra utiliser avant un certain temps. Et si jamais il y a des problèmes, ça ne correspond pas à son besoin, c'est comme dans un tunnel, vous voyez la lumière qu'à la fin. Donc les approches agiles, elles permettent de faire abstraction le plus possible de cet effet tunnel en faisant des livraisons très très fréquentes de portions de la solution pour être capable de corriger le tir avant que ça soit trop tard. Donc c'est un retour d'information utilisateur qui est très important et ces retours d'information, c'est rarement 100% OK. En général, il y a des modifications à apporter au reste à faire du projet et donc la priorisation des items du backlog va être impactée parce qu'une modification à apporter suite à un feedback utilisateur va être réinjectée dans le product backlog et priorisée à son tour. Et ça permet donc également de revoir les objectifs ultérieurs, puisqu'encore une fois, dans l'agilité, l'objectif final n'est jamais tranché, on accepte le changement, les évolutions de demande en cours de projet. Ça fait partie des choses qui sont non seulement acceptées, mais souhaitables pour s'assurer en fait que la solution continue d'apporter une valeur aux utilisateurs. Donc voilà, donc cette priorisation des items du feedback utilisateur va permettre de modifier le produit backlog, d'éliminer certains items qui sont peut-être plus intéressants, ou au contraire d'en ajouter de nouveaux. Donc voilà, donc ça c'est le Product Owner. Est-ce que vous me suivez tous? Je regarde mon écran. Bonjour Sébastien, bonjour Anne.
Bonjour Samantha, bonjour Philippe. Philippe qui a assisté à la masterclass, c'est dommage que tu puisses pas assister toi par Zoom, tu donnerais ton expérience de business analyst qui a une opinion pas forcément super favorable de l'agilité, on va dire, dans les entreprises, en tout cas la manière dont elle est pratiquée, pas le concept en tant que tel, et on est nombreux. Je confirme à juger que l'agilité, elle n'est pas forcément bien appliquée, voire parfois elle est même très mal appliquée. Et au lieu d'avoir les avantages que je vous ai nommés, souvent on a beaucoup plus d'inconvénients. Donc d'où l'importance de savoir comment apporter de la valeur dans un contexte précis, et notamment au niveau de l'agilité. Donc troisième partie, on continue sur les rôles du business analyst agile. Je tiens d'ailleurs à préciser que je ne sais pas si vous avez assisté aux Journées françaises de l'ingénierie des exigences, la 8e édition qui a eu lieu cette semaine, lundi, mardi, mercredi, par webinaire organisé par le CFTL et le groupe de travail de l'IREB, auquel participait l'IIBA, donc National Institute of Business Analysis. Et donc moi j'étais conférencière sur la journée de lundi. Et en fait à la fin de la présentation qu'on a réalisée avec Thibaut, qui aussi fait partie de l'IIBA, il y a eu une question qu'on n'a pas vraiment pu adresser, et c'était justement quel est le rôle du business analyst par rapport au product owner. Et ça, il y avait des votes, on pouvait voter dans le fil de l'événement, et ça a juste explosé les compteurs. Ça a été vraiment la question qui pose problème au business analyst actuellement. Donc quels sont les rôles? Et donc j'ai pas pu y répondre parce qu'on m'a un petit peu dit il n'y a pas le temps et tout, mais je sais que j'ai frustré tous les gens qui attendaient une réponse. Donc si jamais vous étiez parmi l'audience, je réponds à la question aujourd'hui. Donc voilà, et puis ça sera sur YouTube après pour celles et ceux qui ont un peu de retard. Donc revenons au rôle du business analyst agile. Dans le monde de l'agilité, la définition du logiciel, elle se fait donc au travers d'une exploration cyclique et continuelle et progressive des besoins métiers. On ne dit pas dès le début, voilà le périmètre, voilà toutes les fonctionnalités qu'on veut à l'avance. C'est progressif, on va progressivement détricoter les besoins des utilisateurs qui eux-mêmes ils vont évoluer, parce qu'à chaque fois qu'on va leur proposer un morceau de la solution, ça va peut-être faire évoluer leurs besoins ou leur vision de la cible. Donc c'est vraiment cette exploration continuelle, progressive et cyclique. Cyclique par le biais de sprint. Les exigences de la solution, elles sont donc également élicitées, recueillies et décrites au travers d'un processus itératif. Donc, encore une fois, les exigences de la solution, c'est pas je fais des spécifications fonctionnelles détaillées une bonne fois pour toutes et après on code. Non, c'est avec le product backlog, j'ai identifié des exigences prioritaires parce qu'elles apportent une valeur particulière et importante aux utilisateurs ou aux clients. Je vais commencer par ce tout petit morceau de la solution qui pourra être codé en 2 ou 4 semaines. Et donc, je ne vais éliciter les besoins que pour cette petite portion. Et je ne vais donc définir la conception fonctionnelle que pour cette toute petite portion. Et ça va être progressif. Donc c'est vraiment, vous voyez, très différent des projets traditionnels où on est amené à le faire dès le début. Et donc dans les projets traditionnels, cette analyse métier, elle est réalisée par le rôle de business analyst, qu'il soit tout seul, parce qu'il y a souvent un seul business analyst sur les projets. Et sur les gros projets, il y a des équipes de business analysts qui ont chacun des lots, en fait ils travaillent sur des lots de la solution. Et bien, dans les approches agiles, n'importe quel membre de l'équipe projet peut être amené à faire de l'analyse métier. Et des activités de business analyst. Comme vous avez vu dans le product owner, je vous ai dit, attention, c'est la gestion de projet. Pourtant, il n'est pas chef de projet. Et bien, le product owner, bien entendu, a aussi beaucoup d'activités qui sont de l'analyse métier. Donc, même si le business analyst n'est pas officiellement étiqueté, libellé dans les approches agiles, même si vous allez sur le guide du Scrum, vous ne verrez jamais le rôle de business analyst. Si vous avez une formation agile et que vous demandez au coach agile ou au formateur agile de vous dire que fait le business analyst, je peux vous garantir à presque 100% des cas, ils ne sauront pas vous répondre. Donc, par contre, le business analyst, peut-être pas en tant que personne, mais en tant que personne qui possède cette compétence d'analyse métier, eh bien, il existe. Et lorsque vous êtes par exemple consultant en société de service et qu'on vous dit t'es business analyst, tu vas intervenir sur tel projet agile, vous allez arriver, vous allez dire ok, mais il n'y a pas de rôle, qu'est-ce que je fais? D'où la grosse problématique. Et bien, vous allez pouvoir chercher un petit peu votre place parmi les rôles suivants. Tout d'abord, un business analyst agile, il peut être
facilitateur dans le cadre par exemple de projets ou d'environnements complexes, parce qu'il va effectivement avoir comme tâche d'aller recueillir des besoins, des exigences consensuelles auprès de parties prenantes aux avis divergents. C'est vraiment ces projets-là où je dis n'importe quoi, mais parce que c'est peut-être pas un bon exemple, mais admettons, vous voulez mettre en place un ERP et vous voulez mettre en place un module logistique. Vous avez une filiale en France, une filiale en Suisse, une filiale au Maroc, une filiale en Allemagne, une filiale à Singapour, ou que sais-je. Et en fait, chacun, lorsque vous allez interviewer vos contributeurs et les parties prenantes, chacun aura envie que la solution informatique réponde à leurs besoins propres. Et donc, parfois, ces besoins-là, ils s'opposent entre eux. Donc, dans des cadres projets comme ça, un peu complexes, ou des environnements complexes, le business analyst, il peut avoir pour objectif d'être vraiment le facilitateur pour avoir à la fin des exigences communes consensuelles. Ensuite, il peut être également product owner, c'est pour ça que j'ai fait de lapsus tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va représenter le client, mais attention, seulement s'il a un pouvoir décisionnaire quant aux caractéristiques en fait du logiciel cible et à la priorisation des fonctionnalités. Donc on est product owner quand on est décisionnaire. Ensuite, le business analyst, il peut également remplacer le product owner qui a été officiellement nommé dans le cas où celui-ci n'est pas disponible. Mais attention, dans ce cas-là, il n'est pas décisionnaire. Donc quand il va s'agir de trancher, il va devoir se référer au PO officiel. Ensuite, le business analyst, il peut être product owner adjoint ou secondaire. Son objectif, en fait, c'est de seconder le product owner principal dans le cas où celui-ci il a une disponibilité insuffisante par rapport à la charge requise pour le succès du projet. Donc typiquement, c'est vraiment les gros projets où il y a, sur un projet traditionnel, il y aurait plein de business analysts parce que gros projet, plein de lots, plein de fonctionnalités, plein de modules, tout ce que vous voulez. Là, c'est pareil, un seul product owner en agile, il ne peut pas tout gérer. Ou alors, il est product owner en plus en fait d'un autre de son boulot officiel, on va dire. Il peut être, je sais pas moi, je sais pas, chef comptable, et on lui dit t'es product owner pour une solution comptable qui va être déployée. À côté, il faut quand même qu'il continue son job de comptable. Donc il a seulement un temps limité à accorder au projet. Donc vous pouvez en tant que business analyst le seconder parce qu'il n'a pas assez de disponibilité. Dans ce cas-là, en tant que business analyst, vous aurez sans doute un rôle officiel dans l'organisation projet. Par contre, il faut savoir également que le product owner principal, il va rester le focal point, le point focal de l'équipe de dev. Donc si vous vous souvenez des objectifs du product owner que je vous ai nommé juste avant, je vous ai dit qu'il devait être le point focal de l'équipe de développement, c'est lui qui répond à toutes les questions et qui prend les décisions. Et bien même si vous êtes product owner adjoint, secondaire, quand on regarde dans la documentation anglo-saxonne, ils appellent primary et secondary, donc ils identifient les deux termes. Donc voilà, il n'y aura que le product owner principal qui va avoir cette responsabilité de répondre et de trancher auprès de l'équipe de dev. Ensuite, en tant que BA, vous pouvez être coach auprès du product owner, ou des product owners, ou des membres de l'équipe de dev qui doivent réaliser des activités de business analyse. Donc vous avez compris, chacun peut en fait à un moment donné faire de la business analyse. Par exemple, un développeur, quand il va avoir l'utilisateur à côté de lui et par exemple une interface web pour un portail web, et l'utilisateur va lui dire mets plutôt une colonne là, le bouton comme ça, change la couleur, là c'est pas très sympa parce que au niveau de l'interface tu es obligé de cliquer 4 fois, ça me va pas. Donc en fait l'utilisateur il va dire au développeur ou à l'UX UI designer comment faire évoluer l'interface. Et l'UX UI designer ou le développeur, il va du coup faire de l'élicitation, il va faire du recueil de besoins, il va vérifier qu'il comprend bien, il va en fait faire énormément de tâches qui sont de l'analyse métier, mais il n'est pas formé pour ça. Donc il va être souvent un peu perdu et il va souvent se raccrocher à ses habitudes, il ne va pas savoir challenger le client ou l'utilisateur, il va se résumer à un preneur de notes. Donc le business analyst, il peut jouer ce rôle de coach pour l'équipe de dev et aussi évidemment pour le product owner. Si c'est un product owner interlocuteur métier qui n'a jamais fait de business analyse, il ne va pas savoir le faire même si l'étiquette est sur l'organigramme. Donc vous pouvez jouer ce rôle encore une fois de coach. Ensuite, une autre casquette que vous pouvez avoir en tant que business analyst, c'est celle de définir et de communiquer les critères d'acceptance avant que ne commence le travail de développement. Alors si vous ne connaissez pas la notion de user stories,
User Story, Product Backlog, je suis désolée, c'est vraiment lié à ça. Donc ça, c'est une compétence professionnelle à acquérir et je ne vais pas pouvoir m'étendre là-dessus, mais donc je vous demanderai de regarder dans toute ma documentation, tout ce que j'ai mis dans mon blog, les vidéos, etc. Puis pour celles et ceux qui ont fait la masterclass devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux, bah, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, donc là, le business analyst, dans ces cas-là, ça peut être lui qui est spécifiquement dédié à la définition des critères d'acceptance. Sur les gros projets, ça peut être quelque chose qui est très très prise de tête. Ensuite, le business analyst, il peut également, tout comme dans les projets traditionnels, être affecté uniquement à la partie des tests fonctionnels. Donc c'est lui qui va créer et exécuter les tests fonctionnels. Normalement, quand vous regardez les schémas de certification à la business analyse, et notamment celui de l'IBA, on dit que le business analyst ne doit pas exécuter les tests fonctionnels. Dans la réalité, la vraie vie, un business analyst peut tout à fait exécuter les tests. C'est pas forcément un seul testeur qui ne fait ça que de sa vie. C'est pas seulement au seul testeur de le faire. Le business analyst, souvent, il exécute les tests. Donc voilà, donc là, c'est en agile, c'est pareil. La seule chose, c'est que le périmètre de test va être différent. La manière de faire la stratégie test va être différente. Tout ça parce que la visibilité, c'est au niveau du sprint. Et on n'a pas forcément la vision finale, globale du produit. Donc, il y a des complexités à faire, à préparer la stratégie test et à exécuter les tests et à écrire les scénarios. Et d'ailleurs, je vous parlais de la vision globale, ça est aussi une responsabilité que peut avoir un business analyst sur un projet agile, c'est de garder l'équipe projet focus, concentrée sur la vision et les objectifs métiers du projet dans son ensemble. Parce qu'effectivement, comme on travaille en sprint, on a une vision court terme, ça peut être parfois perdu de vue au cours de l'avancement du projet. Donc il faut avoir quelqu'un qui à chaque fois lui dit ok, attention, on fait ça dans le sprint, tu as priorisé ça, mais est-ce qu'on va bien dans le sens de la vision métier qui est attendue et qui est donnée par l'organisation. Et puis enfin, une autre casquette que vous pouvez avoir en tant que business analyst agile, c'est celle de définir les besoins. Donc pas de surprise, ça c'est un petit peu le cœur de métier. Et notamment, c'est d'identifier les besoins qui seraient cachés ou non exprimés par les parties prenantes et les contributeurs. Et je vous reparle d'ailleurs à ce sujet des Journées françaises de l'ingénierie des exigences de ce lundi 2 novembre 2020, qui va être bientôt, je crois, mis sur le site du CFTL. Et je vais essayer de le mettre aussi sur mon site pour que ce soit un raccourci en fait pour celles et ceux qui me suivent, parce que dedans en fait la conférence que moi j'ai donnée, c'était justement sur comment recueillir des besoins non exprimés et pourquoi c'est aussi risqué pour un projet. Donc je vous conseille vraiment de le voir, ça va vous apprendre pas mal de choses. Voilà, donc si on vous demande en tant que BA d'intervenir sur un projet agile, la première chose à faire, c'est de vous faire préciser votre rôle et vos responsabilités. Si vous êtes product owner, en général, vous le saurez très vite, c'est ce qu'on va vous donner. Si on vous dit qu'il y a un product owner et que vous intervenez en tant que business analyst, il va falloir préciser ce que vous faites exactement, parce que c'est très très rarement le cas qu'on vous dise, voilà, voici exactement tes responsabilités sur le projet. Quand je dis que c'est rarement le cas, je crois que c'est plus que rarement. Enfin bon. En tout cas, sinon, quand ça existe, c'est tellement vague que vous vous sentez perdu. Donc, vous allez commencer par établir un RACI. Un RACI, c'est une matrice des rôles et des responsabilités pour toutes les responsabilités du product owner. Donc, vous pouvez vous réutiliser la liste que je vous ai donnée ci-dessus, enfin juste avant. Donc, vous allez reprendre ces responsabilités et vous allez voir lesquelles sont de votre ressort, lesquelles sont du ressort du product owner officiel s'il en existe un et que ce n'est pas vous. Et il ne faut pas hésiter à discuter avec lui pour savoir ce qu'il peut prendre en charge, on va dire, parce qu'il a les compétences et parce qu'il a le temps, et ce qu'il ne peut pas prendre en charge. Vous allez également balayer les tâches d'un business analyst traditionnel, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui est élucidation, animation d'atelier, préparation, restitution, conception fonctionnelle, modélisation, je sais pas moi, les règles métiers, user stories, le glossaire, les boucles de vérification de validation, la préparation de la stratégie test, que sais-je. En fait, toutes ces tâches que fait un business analyst, quelle que soit la gestion de projet, vous allez voir lesquelles vous allez pouvoir réaliser, vous allez devoir réaliser, encore une fois, soit parce que ça va être votre rôle, soit parce que le product owner n'en a pas ni les compétences ni le temps.
Évidemment, il faut prendre ce qui s'applique au contexte agile, notamment si vous avez l'habitude des spécifications fonctionnelles détaillées, eh ben, ça ne s'applique pas au contexte agile. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Et vous avez compris que derrière tout ce que je vous ai expliqué, ça nécessite quand même de connaître pas mal de choses, notamment d'être formé à l'approche agile qui est retenue sur votre projet. Si c'est un projet qui fait du Crystal Clear, soyez formé en Crystal Clear. Si c'est en Scrum, soyez formé. Si c'est Safe, c'est pareil. Et puis bien sûr, il faut que vous soyez formé à la business analyse. Donc là, mon site, avec toutes les informations que je vous donne déjà pas mal d'informations. Et après, pour celles et ceux qui veulent vraiment approfondir pour bien connaître leur métier, il y a la masterclass que maintenant j'ai lancée officiellement en octobre, que je vais essayer de relancer tous les... je sais pas, ça dépend en fait des gens qui s'inscrivent, en fait, du nombre de personnes inscrites. Je pense que je vais les relancer en janvier. Mais ça vous permet d'avoir les fondamentaux de l'analyse métier et au moins de savoir quelles sont les activités, les livrables que vous devez réaliser. Voilà, donc je crois que j'ai répondu. Je vais prendre les questions s'il y en a. Philippe me dit, j'ai joué le rôle de business analyst, d'assistant au product owner et je confirme que c'est à devenir kazakh pour l'équipe de développement à qui le Scrum Master dit le référent. Alors je vous invite à le lire parce que sinon c'est pas facile à dire. Donc toi tu me dis, oui effectivement, pour toi le product owner c'était le référent, effectivement c'est le décisionnaire pour l'équipe de dev, donc on ne peut pas remplacer sa décision. Donc toi tu dis ton problème a été que les licitations demandent du temps, or en début de sprint, et ouais, on entend un go pour les développeurs qui ne veulent que coder. Alors ouais, oui, forcément. Un sprint il dure mettons 15 jours pour tout le monde. Et les développeurs, pour coder, il leur faut quoi? Il leur faut des user stories. Donc il faut en gros de la conception fonctionnelle, il faut des règles métiers. Donc comment est-ce qu'on fait en tant que business analyst pour fournir la matière première aux développeurs alors que nous-mêmes on n'a pas encore commencé à éliciter sur ça? Et ça c'est vraiment le Scrum Master qui doit organiser, c'est le Product Owner aussi qui doit prioriser certaines choses. Donc c'est quand le business analyst se retrouve au milieu de ça, c'est vrai qu'il y a énormément de stress à gérer, d'urgence et parfois on a beaucoup de frustration à ne pas pouvoir travailler correctement. Et d'où l'importance de focaliser sur vraiment des tout petites briques de l'application et d'où l'importance du retour utilisateur. Et donc à la fin de chaque sprint, il y a par exemple en Safe, il y a un moment où on va débriefer entre le product owner, entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les utilisateurs pour dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pas seulement en termes de fonctionnalité, qui marche pas, mais également en termes d'organisation. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'il faut dire, moi, t'es bien gentil, mais le premier jour, le jour 1, je ne peux pas te donner des user stories. J'ai même pas commencé à aller interroger les utilisateurs. Donc il faut réorganiser. Il faut vraiment prendre parti et utiliser ces périodes de review. En fait, le sprint review, ça s'appelle, et sprint rétrospective, pour réorganiser l'équipe projet. Sinon, vous allez effectivement avoir les cornes qui vont pousser, vous n'allez plus en pouvoir. Donc après tu me dis quoi d'autre? Quant à un PO aussi BA, alors là j'ai un gros doute sur la faisabilité, ne serait-ce qu'en termes de temps. C'est toujours pareil, ça dépend ça revient un peu à ce que j'ai dit au niveau des casquettes, ça dépend de la charge nécessaire pour réaliser le projet. Il y a parfois des petits projets, ça peut être juste un portail web très rapide, c'est pas forcément un truc qui te prend tout ton temps, ça dépend vraiment. Après, les product owners, ils peuvent être des équipes de product owners. Donc vous avez le product owner principal et après vous avez les secondaires qui eux sont sur des briques très très précises, fonctionnelles du projet, enfin de la solution. Mais ça encore une fois c'est une question d'organisation quoi. Samantha, tu me dis, est-ce qu'on peut être BA et PO en même temps? Est-ce qu'on a besoin d'une formation BA et une formation PO? Oui, oui, on peut être BA et PO, mais encore une fois, business analyst, si tu es salarié, comment on peut dire ça? J'ai un trou. Si tu es collaborateur, salarié du client final. Parce que quand tu es membre d'une ESN, quand tu es consultant externe, tu ne peux pas être également le décisionnaire. C'est pas toi qui va décider, qui va signer à la fin pour dire je suis OK avec le budget. Donc si tu es business analyst interne d'une entreprise, tu peux être tout à fait product owner en même temps puisque tu auras été décisionnaire. Et il faut voir aussi que les business analysts, ils peuvent être
à la fois maîtrise d'œuvre et à la fois maîtrise d'ouvrage, même dans les projets traditionnels. C'est-à-dire maîtrise d'ouvrage, ça veut dire tu représentes le client. C'est plutôt toi qui vas faire l'étude d'opportunité, le cadrage, la compréhension des contraintes de l'organisation, tout ce qui est en début de projet. Par contre, en tant que business analyst, tu ne vas pas t'attacher à rédiger les exigences de la solution. Ça sera un business analyst qui sera rattaché à la DSI, donc à la direction des systèmes d'information, côté maîtrise d'œuvre, donc celui qui réalise. Et c'est ce business analyst MOE qui va prendre en charge la définition de la solution cible. Donc oui, business analyst et product owner, ça peut être la même personne, mais ça dépend vraiment des cas. Et en tout cas, ça n'est pas le cas quand tu es consultant externe. Ça ne devrait pas, en tout cas. Je sais que ça arrive des fois, mais c'est là que ça peut planter complètement le projet parce que la décision peut être remise en question. Voilà, je crois que j'ai répondu aux deux questions principales. Donc, je voudrais vous remercier à nouveau pour avoir participé à ce direct. J'espère que je vous ai amené des informations intéressantes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, voilà, partager aussi. J'ai horreur de dire ça en fait parce que en fait, ça veut dire qu'on se plie aux algorithmes de Google, Facebook et autres pour pouvoir faire en sorte qu'un contenu que j'estime de valeur puisse être vu par d'autres. Parce que ce soit sur YouTube ou ailleurs, s'il n'y a pas de plein de likes, de partage, de machin, eh ben, ils ne vont pas vous mettre sur le fil, sur la page que consultent les gens. Et donc, c'est pas visible. Donc, ça veut dire qu'on est en train de se plier à Google, Facebook, YouTube et autres. Mais je suis obligée de vous le demander, donc n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, la semaine prochaine, je vais répondre à une question qui m'a été posée justement sur ma chaîne YouTube par Jess. Qui voulait savoir comment connaître en fait le niveau de détail à mettre en fait dans la documentation quand on est business analyst. Elle savait pas à quel moment il fallait être synthétique, à quel moment il fallait vraiment dans un détail très pointu. Donc ça, je vous en parlerai puisque je lui ai répondu, mais je vais étoffer tout ça. Je vous en parlerai dans le live de la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit sur Facebook, par email, Messenger, etc. N'hésitez pas pour alimenter un petit peu tous ces lives du jeudi et que je puisse vous répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt pour celles et ceux qui seront là la semaine prochaine, à jeudi, midi et quart, comme d'habitude. Ciao tout le monde!